Salut! Aujourd'hui, je te propose une vidéo un petit peu particulière puisque j'ai décidé de compiler 1h30 de vocabulaire. 1h30 pendant lesquelles tu vas apprendre des mots français qui correspondent à un niveau intermédiaire plus, voire des mots d'un niveau avancé. Donc j'ai compté, il y a plus d'1h30 de vidéo, mais également près de 90 mots nouveaux que tu vas apprendre aujourd'hui. Donc en écoutant cette vidéo, tu vas améliorer ta compréhension orale, mais tu vas également considérablement enrichir ton vocabulaire. Avant de commencer, tu penses à me mettre un énorme j'aime à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne Le French Club. À très bientôt. Le niveau B1, c'est le niveau seuil du cadre européen. C'est le niveau à partir duquel tu peux assurément dire « je parle français ». Bien sûr que je fais des erreurs, mais je parle français. Je vais te proposer aujourd'hui une liste de 15 mots que j'ai trouvés dans des documents sonores, des textes qui sont destinés à des étudiants d'un niveau B1. Penses-tu que tu es capable de connaître les 15 mots que je vais te présenter aujourd'hui? Autrement dit, as-tu le niveau B1 en français? Salut, je m'appelle Jordi. Je suis professeur de français et créateur de Le French Club, le club de français 100% en ligne. Si tu connais ces 15 mots, assurément, tu as le niveau B1. Alors à chaque fois, nous allons procéder de la même façon. D'abord, je vais prononcer le mot et tu auras quelques secondes pour essayer de l'identifier. Ensuite, je te donnerai son orthographe, une définition et à chaque fois un exemple pour que tu comprennes le sens du mot. Allez, je commence avec le premier mot. Le premier mot, c'est, écoute bien, l'épargne. Je répète, l'épargne. Qu'est-ce que c'est que ce mot? L'épargne, c'est l'argent que nous avons mis de côté, l'argent que nous avons économisé. Nous pouvons dire aussi l'argent que nous avons épargné afin de créer souvent un capital. Tu peux également retenir le mot un compte épargne. Généralement, à la banque, on a deux comptes bancaires. Un compte courant où l'argent rentre et sort et un compte épargne qui sert à économiser l'argent. Alors, une phrase que je peux prendre en exemple, les Dupont épargnent pour payer les études de leurs enfants. Ce qui signifie que les Dupont mettent de l'argent de côté pour payer l'université à leurs enfants. Est-ce que tu connais mon deuxième mot? Le gaspillage. Je répète, le gaspillage. Le gaspillage, en fait, c'est exactement le contraire de l'épargne. Ce sont toutes les dépenses inutiles. Cela peut être le gaspillage alimentaire, si je jette des aliments non consommés à la poubelle. Cela peut être le gaspillage de l'argent public. Par exemple, le maire veut construire un grand stade de football dans sa ville. Je pense que c'est du gaspillage. Parce que selon moi, cet argent public devrait aller dans la santé, dans l'éducation, dans l'aide aux personnes âgées. Le mot numéro 3 est un adjectif. Épanoui. Qu'est-ce que ça signifie être épanoui? Épanoui, ça signifie se sentir bien, être bien dans sa tête, être bien dans son corps, se sentir heureux. Par exemple, Marina s'intéresse à plein de choses. Elle communique avec les adultes. Marina a beaucoup d'amis. C'est une adolescente épanouie. Est-ce que tu connais le mot numéro 4? Un témoignage. Je répète, un témoignage. Un témoignage, c'est lorsque l'on raconte ce que l'on a vu, par exemple à la police ou à des journalistes. Cela pourra servir de preuve ensuite.
Un témoignage, ça peut être aussi un commentaire d'une expérience laissée par exemple sur un site internet ou sur Google pour parler d'un commerce. Cette expérience peut être positive ou négative. Tu as compris le mot témoignage? Le mot numéro 5, c'est un HLM. Un HLM. Et oui, un HLM, c'est un sigle qui veut dire habitation à loyer modéré. Il s'agit de logements sociaux en France, des appartements, des immeubles, parfois des quartiers entiers qui sont destinés aux personnes qui ont un revenu plus modeste, aux personnes les plus pauvres. Ces appartements, ces maisons appartiennent généralement à l'État ou à la ville et les prix sont encadrés par la loi pour qu'ils soient accessibles aux personnes les plus pauvres. Alors la phrase que je pourrais prendre en exemple, ce ministre vient d'un milieu modeste, ses parents vivaient dans un HLM. Le mot numéro 6 est également un sigle, c'est le PDG. Qu'est-ce que c'est que le PDG? Le PDG, c'est le président directeur général. C'est-à-dire que c'est le président, mais aussi le directeur d'une société anonyme. C'est-à-dire d'une très grande compagnie, d'une société multinationale qui fonctionne avec des actions. Les actions, ce sont ces petites parts de l'entreprise qui sont vendues à des actionnaires. Alors bien sûr, les PDG vivent rarement dans des HLM. En fait, ils ne vivent jamais dans des HLM. Alors la phrase que je pourrais prendre en exemple, le PDG de cette société est très populaire. Il a développé son entreprise au niveau international et a augmenté le salaire de ses employés. Le mot numéro 7, c'est un congé. Un congé. Je suis sûr que tu as déjà entendu ce mot, un congé. Un congé, c'est une autorisation temporaire de quitter son travail. En fait, c'est un peu un synonyme du mot vacances. Sauf que dans le monde de l'entreprise, on ne parle pas de vacances, on parle de congé. Tu peux dire « J'ai obtenu un congé de 15 jours, je vais partir en vacances au Portugal. » Parce que le Portugal, c'est très joli et les Portugais sont des gens très accueillants. Le mot numéro 8 est facile, je pense. Je pense que tu connais ce mot. Il est également lié au monde du travail. C'est le mot chômeur. Un chômeur. Féminin, une chômeuse. Un chômeur, c'est une personne qui cherche du travail, qui n'a pas de travail et qui cherche du travail. C'est également une personne qui reçoit de l'argent de l'État le temps de sa recherche d'emploi. On dit alors que cette personne est au chômage. Chômeur, c'est la personne et chômage, c'est la situation. Par exemple, Tommy était chômeur lorsqu'une agence intéressée par son profil l'a recruté, c'est-à-dire lui a donné un emploi. Mot numéro 9. La banlieue. La banlieue. La banlieue, en effet, c'est cette zone urbaine qui entoure une grande ville. Par exemple, je peux dire que Versailles, Saint-Denis, Nanterre, Marne-la-Vallée sont des villes qui appartiennent à la banlieue de Paris. Les Durand habitent dans la banlieue de Lyon. Ils sont à 30 minutes du centre-ville. Allez, on est déjà au 10e mot. C'est très bien, on avance. Ce 10e mot, c'est le mot manifestation. Une manifestation. Alors ce mot a plusieurs sens, mais le sens le plus connu, le plus utilisé, c'est lorsque des personnes descendent collectivement dans la rue parce qu'ils ont des revendications sociales. Les Français sont très connus
pour faire de nombreuses manifestations. Alors une phrase que je pourrais prendre en exemple, notre association a organisé une manifestation contre la construction d'un grand stade de football. 11e mot, un lampadaire. Un lampadaire. En fait, un lampadaire, c'est un appareil qui sert à éclairer le plus souvent une rue, une route, une place ou un parc. En fait, le lampadaire, c'est cet objet-là. Tu connaissais ce mot? C'était un vrai mot d'un niveau B1. Le 12e mot, je pense, est un petit peu plus difficile. C'est un niveau B1+. C'est l'adjectif incollable. Qu'est-ce que ça signifie être incollable? Incollable veut dire bien sûr que l'on ne peut pas coller. Mais familièrement, coller quelqu'un, c'est poser une question qui est très difficile à quelqu'un. Une question à laquelle la personne ne peut pas répondre. Donc une personne incollable sur un sujet, c'est une personne qui peut répondre à toutes les questions sur un sujet. C'est un expert sur un sujet. Par exemple, si je dis Alex est incollable en géographie, il connaît toutes les capitales de tous les pays du monde. Évidemment, il lit énormément sur ce sujet, il adore regarder les cartes, il est donc incollable en géographie. Et je pense que chacun d'entre nous a un sujet qu'il connaît mieux que les autres, un sujet sur lequel il est expert. Et toi, sur quel sujet tu es incollable? Sur quel sujet tu es capable de répondre absolument à toutes les questions? Je suis très curieux de le savoir. Tu peux me l'expliquer dans les commentaires? Je suis très curieux de savoir sur quels sujets sont incollables les membres de ma communauté. Le 13e mot est également un adjectif. C'est l'adjectif flemmard ou flemmarde au féminin. Est-ce que tu connais cet adjectif? Être flemmard, c'est avoir la flemme, c'est-à-dire ne pas avoir envie de travailler, ne pas aimer travailler. Autrement dit, flemmard est un synonyme familier des mots paresseux et feignant. Un exemple, dimanche, je suis resté toute la journée au lit. J'avais aucune envie de me lever, aucune motivation. Un vrai flemmard. Et puisque toi, tu n'es pas un flemmard, on continue avec le 14e mot. Et ce 14e mot, il est très français. C'est un concept très français, je pense. C'est le mot cousinade. Qu'est-ce que c'est qu'une cousinade? Je te laisse réfléchir. Alors, sans doute que tu as reconnu la racine du mot, la base du mot cousinade, qui est le mot cousin, que tu connais. Une cousinade, c'est en effet une réunion exceptionnelle, festive, entre cousins. Alors souvent, ces cousinades ont lieu l'été ou lors de longs week-ends. Donc l'idée de la cousinade, c'est que tous les cousins, cousines, les oncles, les tantes, qui souvent habitent loin les uns des autres, se retrouvent le temps d'un week-end ou d'un long week-end ensemble. Généralement, cela dure 2 ou 3 jours. Alors une phrase que je pourrais prendre en exemple, cet été, toute la famille s'est réunie dans un gîte à la campagne pour faire une cousinade mémorable, exceptionnelle. Alors je ne sais pas si on fait des cousinades également dans ton pays, tu peux me le dire également dans les commentaires de cette vidéo. 15e mot d'un niveau B1, 15e et dernier mot d'un niveau B1, c'est le mot l'aîné. Je vais répéter, l'aîné. L'aîné, c'est celui qui, dans un groupe de frères et sœurs, est né en premier. D'accord? Donc moi, par exemple, dans ma famille, je suis l'aîné. Cela signifie que j'ai 2 petits frères, qui en réalité sont plus grands que moi, mais ce sont quand même mes petits frères, parce qu'ils sont nés après moi. Donc, le plus âgé de la fratrie, on appelle ça l'aîné.
Le moins âgé ou la moins âgée, c'est le benjamin ou la benjamine. Et tous ceux qui sont en position intermédiaire entre l'aîné et le benjamin, ce sont les cadets ou les cadettes. Voilà, comme ça, pour terminer, au lieu d'apprendre un mot, tu as appris 3 mots. Je te dis à la semaine prochaine, comme d'habitude, même chaîne, même jour, même heure. Si tu comprends ces mots, cela signifie que tu as déjà un très bon niveau de français, le niveau B2 du cadre européen. Salut, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français et créateur de Le French Club, le club de français 100% en ligne. Aujourd'hui, nous allons voir si tu es capable, oui ou non, de comprendre des mots d'un niveau B2. Alors, le niveau B2, qu'est-ce que c'est? Le niveau B2, il est défini comme un niveau intermédiaire. Mais j'ai envie d'apporter une petite précision. Le niveau B2, c'est un bon niveau intermédiaire. Lorsque tu as un niveau B2, tu peux dire « je parle le français ». Tu peux même dire « je parle bien le français ». Donc maintenant, je vais te donner une liste de 14 mots. Il y a un petit peu de tout. Il y a des noms, il y a des verbes, des adjectifs, des adverbes qui correspondent au niveau B2, à ce niveau intermédiaire plus. On va voir si tu es capable de comprendre le sens de chacun de ces mots. Et dans la deuxième partie, bien sûr, je vais te donner toutes les explications, toutes les définitions en français facile et bien sûr, j'apporterai quelques exemples pour que tu comprennes. Allez, tu es prêt? Voyons si tu as le niveau B2 en français. Donc le premier mot, c'est un adverbe. Je pense que je commence par un mot plutôt facile. C'est le mot « autrefois ». Est-ce que tu as déjà entendu ce mot « autrefois ». Le deuxième mot est une expression « à mi-chemin ». Que signifie « à mi-chemin » Le mot numéro 3, c'est « l'effet de serre ». Qu'est-ce que c'est que l'effet de serre? Le quatrième mot est associé au troisième mot. C'est un climato-sceptique. Qu'est-ce que c'est qu'un climato-sceptique ou une climato-sceptique? Le cinquième mot, c'est le mot cambriolage. Est-ce que tu connais ce mot? Un cambriolage. Le numéro 6 est un verbe, c'est le verbe avertir. Le numéro 7 est également un verbe, c'est le verbe embaucher. As-tu déjà entendu parler de ce verbe? Le numéro 8, c'est le mot « la croissance ». Attention, je n'ai pas dit « le croissant », c'est « la croissance ». Donc ce sont deux mots de la même famille, mais ils ne veulent pas du tout dire la même chose. Le mot numéro 9, c'est « la délocalisation » ou « une délocalisation ». Qu'est-ce que c'est qu'une délocalisation? Le mot numéro 10, c'est le mot « logiciel », un logiciel. C'est quoi un logiciel? Le mot numéro 11, c'est un mot de la vie quotidienne, c'est la hotte. Qu'est-ce que c'est que la hotte? Le 12e mot, c'est l'amertume. Alors c'est un mot qui peut avoir plusieurs sens. Mais est-ce que tu connais l'essence de ce mot? Le 13e mot, c'est le verbe flâner. Qu'est-ce que ça veut dire flâner? Et enfin, 14e et dernier mot, c'est le mot retrouvailles, les retrouvailles. À quelle occasion parle-t-on de retrouvailles? Penses-tu connaître tous ces mots? La majorité de ces mots? Ou seulement quelques-uns de ces mots? Allez, on va vérifier ça ensemble. Alors, je vais te donner les explications, mais avant ça, tu penses à me mettre un énorme like à cette vidéo, à t'abonner à la chaîne Le French Club, parce que chaque semaine, je vais mettre du contenu pour toi qui apprends le français. Allez, je te remercie. Nous allons voir la définition du premier mot. Alors, un élève B2 doit être capable de situer son action dans le temps. Et il doit connaître des mots tels que notre premier mot qui était « autrefois ». Donc, « autrefois », c'est un adverbe qui veut dire « il y a très longtemps ». Et on utilise ce mot pour parler d'une époque très lointaine qui, en général,
est une époque qui est très différente de l'époque contemporaine, de l'époque actuelle. Et dans 99% des cas, le mot autrefois, l'adverbe autrefois, est suivi de l'imparfait. Par exemple, autrefois, les jeunes filles et les garçons étudiaient dans des écoles séparées, alors qu'aujourd'hui, ils étudient généralement dans des écoles mixtes. Un élève B2 doit être capable de se situer dans le temps, mais il doit être aussi capable de se situer dans l'espace et doit connaître des mots tels que « à mi-chemin ». Ça, c'était notre deuxième mot, « à mi-chemin ». C'est une expression qui veut dire « à égale distance ». Par exemple, je pourrais dire que la ville de Lyon est située à mi-chemin entre Paris et Marseille. Je peux utiliser cette expression comme un adverbe. Par exemple, je peux dire que Jean n'a pas terminé le marathon, il a abandonné à mi-chemin, ce qui signifie qu'il a abandonné à peu près au kilomètre 21. Alors si tu prépares les examens officiels du DELF et du DALF, d'accord, sache que lors de ces examens, notamment pour les niveaux B2 et C1, très souvent, on aborde le thème de l'écologie, de l'environnement. En effet, c'est un enjeu qui est majeur et on parle souvent de ce thème dans l'actualité. Donc le mot numéro 3, c'était l'effet de serre. L'effet de serre, c'est ce phénomène planétaire qui concerne le réchauffement climatique, le réchauffement de la planète. Une serre, c'est cette grande structure en verre qui laisse passer la lumière du soleil tout en gardant la chaleur à l'intérieur de cette structure afin de mieux protéger les plantes. Et tu n'es pas sans savoir qu'il se passe exactement le même phénomène au niveau planétaire. La phrase que je pourrais prendre en exemple, certains pays ont signé un accord qui vise à réduire la production de gaz à effet de serre. Le mot numéro 4 était vraiment très lié au mot numéro 3. C'est un climato-sceptique. Un climato-sceptique, c'est une personne qui est sceptique, qui ne croit pas justement à ce réchauffement planétaire. C'est une personne qui pense que tout cela est probablement une vaste conspiration qui vise à, par exemple, augmenter le prix de l'essence ou à nous faire acheter de nouvelles voitures électriques. Ce sont souvent les arguments avancés par les climato-sceptiques. Le mot numéro 5, c'était un cambriolage. Un cambriolage, c'est un vol avec effraction, c'est-à-dire que le cambrioleur ou la cambrioleuse s'introduit dans une maison, dans un magasin, souvent en forçant la porte ou en passant par une fenêtre. Et tu peux retenir également le verbe du premier groupe, le verbe cambrioler. Par exemple, je peux dire que la bijouterie du quartier a été victime d'un cambriolage cette nuit. Donc le 6e mot, c'était le verbe avertir. Avertir, c'est un verbe du deuxième groupe, c'est-à-dire que c'est un verbe qui est du même type que finir, qui se conjugue de la même façon que le verbe finir. Avertir veut dire donner des informations, prévenir d'un danger. Par exemple, un panneau autoroutier avertit les automobilistes qu'il y a un danger à 2 km. Donc les automobilistes avertis devront faire particulièrement attention. Tu peux retenir un mot de la même famille, c'est le nom un avertissement. C'est par exemple une sanction scolaire, c'est-à-dire une sanction de l'école pour prévenir un élève de son mauvais comportement. En général, on prévient l'élève et également les parents de l'élève. Léo a répondu de façon désobligeante à un professeur. Il a reçu un avertissement du conseil d'école. Un autre vocabulaire important que tu dois connaître pour le niveau B2, c'est tout le vocabulaire qui est lié au monde du travail. Et c'était le cas des mots 7, 8 et 9. Donc le mot numéro 7, c'était le verbe embaucher. Embaucher signifie donner, proposer du travail à des personnes qui deviendront des salariés, des personnes qui toucheront un salaire. Tu peux retenir aussi l'expression un entretien d'embauche. Tu sais, c'est ce fameux entretien que l'on passe lorsqu'on cherche du travail
avec le directeur d'une entreprise ou avec le DRH, le directeur des ressources humaines. Donc c'est l'entretien que l'on passe pour postuler à un travail. Donc un exemple que je pourrais prendre, c'est les affaires marchent bien, l'entreprise a embauché 15 salariés supplémentaires cette année. Le mot numéro 8, c'était la croissance. Si les affaires d'une entreprise ou d'un pays marchent bien, fonctionnent bien, alors on peut parler de croissance économique. C'est lorsque l'économie d'une entreprise ou d'un pays grandit, grossit et crée de la richesse. Par exemple, grâce à la croissance économique, l'État a pu réduire substantiellement les impôts. Et substantiellement veut dire de façon conséquente. Alors on peut parler de croissance dans le cadre économique, mais on peut utiliser le mot croissance pour parler de la croissance d'un enfant. Lorsque l'enfant grandit, eh bien on dit que l'enfant est en pleine croissance. Le mot numéro 9, c'était la délocalisation. La délocalisation, c'est lorsque une entreprise, une usine, déménage souvent dans un pays étranger et très souvent parce que les salaires sont moins chers dans un autre pays. Le verbe qui est lié à la délocalisation, c'est naturellement le verbe délocaliser. Et le contraire de la délocalisation, c'est la relocalisation. Donc là, c'est le contraire. C'est quand une entreprise, une usine, revient vers son pays d'origine. Alors très souvent, l'entreprise part parce que les salaires sont moins chers et parfois elle revient parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle a perdu beaucoup en productivité. Donc l'entreprise relocalise son activité pour être plus productive. Alors un élève niveau B2 doit aussi connaître un petit peu du vocabulaire des technologies parce que nous sommes dans un monde fait de technologies. Donc tu dois connaître impérativement le mot logiciel. Un logiciel, c'est quoi? C'est tout simplement un programme installé sur ton ordinateur. Par exemple, je peux dire que LibreOffice est un logiciel de bureautique avec du traitement de texte, avec des tableurs et avec des présentations. Mais je suis en train de me demander si sur LibreOffice, il y a véritablement des présentations. Je pense que oui, mais je ne les ai pas encore essayées. Autre exemple, VLC est un logiciel qui sert à lire des vidéos de tout format. Allez, un petit peu de vocabulaire de la vie quotidienne avec le mot hôte. Une hôte, c'est tout simplement ça. D'accord? Que l'on retrouve dans une cuisine. Dans un autre contexte, une hôte, ça peut être un grand panier que l'on tient avec des bretelles et que l'on porte sur le dos. Par exemple, lorsqu'on fait des vendanges, lorsque l'on récolte les raisins, on pose les raisins dans une grande hotte. Je peux également te parler de la fameuse hotte du Père Noël, dans laquelle le Père Noël met tous ses jouets. Vraiment très important, si tu prétends avoir le niveau B2, c'est l'expression de tous les sentiments. Tu dois être capable de nommer les sentiments. C'était le cas avec le mot numéro 12 qui est l'amertume. C'est ce sentiment à la fois de colère et de rancœur. C'est ce que je ressens lorsqu'une personne m'a fait du mal ou m'a fait quelque chose que je n'apprécie pas. Par exemple, Chloé n'a pas été invitée à l'anniversaire de Charles et elle ressent une grande amertume. On peut dire aussi que Chloé était amère. Ça, c'est l'adjectif. Alors, d'une façon plus générale, l'amertume, c'est le goût des aliments qui sont amers, tels que le citron, le café ou le chocolat noir. Allez, le 13e et avant-dernier mot, c'était le verbe du premier groupe « flâner », qui signifie tout simplement se promener tranquillement, marcher sans se presser. Et c'est toujours marcher sans avoir de destination bien établie. Par exemple, Émilie aime flâner dans les rues de Paris le dimanche. Le 14e et dernier mot, c'était les retrouvailles. Alors sache déjà que c'est un nom qui est toujours féminin pluriel. Il est toujours au pluriel. Il s'agit d'une réunion entre plusieurs amis
Généralement, ce sont des amis, hein, ou en tout cas des personnes qui ont un lien affectif entre elles après plusieurs années, voire plusieurs décennies, c'est-à-dire plusieurs dizaines d'années. Par exemple, 20 ans après, les élèves de la classe de première ont fait un repas de retrouvailles. Cela signifie que ces élèves ne s'étaient plus vus pendant 20 ans et que lors de ce repas, ils se sont retrouvés. Ils ont fait des retrouvailles. Alors, ça a été? Combien de mots tu connaissais déjà? Est-ce que tu les connaissais tous? Alors si c'est le cas, hein, cela signifie en effet que tu as au moins un niveau B2, peut-être même un niveau avancé comme le niveau C1. Je suis sûr cependant que tu as appris un ou deux mots au moins. Alors ce qui est important de faire avec ces nouveaux mots que tu as appris, ça c'est mon conseil de professeur, c'est qu'il faut très rapidement les réutiliser en contexte. Parce que noter des mots dans un petit carnet de vocabulaire, c'est très bien, mais si tu ne réemploies pas ces mots, tu ne vas jamais te les approprier. En revanche, si tu les utilises 2 ou 3 fois, 4 fois, 5 fois, ensuite ces mots resteront avec toi pour toute la vie, j'ai envie de dire presque. D'accord? Donc ce que je te recommande de faire, tu vas choisir parmi les mots que tu as appris, le mot qui te semble le plus utile pour toi. D'accord? Et tu vas me faire une très jolie phrase dans les commentaires de cette vidéo avec ce mot que tu viens d'acquérir. Je te remercie d'avoir regardé cette leçon vidéo sur le vocabulaire d'un niveau B2. Je te dis à la semaine prochaine sur la chaîne Le French Club parce que tu sais que chaque semaine, je mets du contenu pour les personnes comme toi qui apprennent le français. Allez, à très bientôt. Alors, le niveau C1, c'est quoi? C'est l'un des 6 niveaux du cadre européen. Il s'agit du niveau avancé du cadre européen. Il s'agit là d'un très bon niveau de français. En réalité, très peu d'élèves arriveront jusqu'à ce niveau. Bon, si tu veux savoir plus en détail à quoi correspond ce niveau, sache que j'ai fait une vidéo il y a quelques mois maintenant où je t'explique ce cadre européen niveau par niveau. Donc, comment allons-nous procéder? D'abord, je vais te donner une liste de 14 mots que j'ai trouvés dans des documents qui correspondent au niveau C1, au niveau avancé. Dans cette liste, il y a des noms, des adjectifs, des verbes, des adverbes. Et donc, pour chacun de ces mots, tu vas me dire si oui ou non tu le connais. Tu es prêt? Allez, c'est parti. Le premier mot, c'est un adjectif, c'est l'adjectif prépondérant. Le deuxième mot est un verbe, c'est le verbe subjugué. Et le troisième mot, c'est encore un adjectif, c'est l'adjectif éphémère. Mot numéro 4, une pléthore. Qu'est-ce que c'est qu'une pléthore? 5, c'est un adverbe, c'est l'adverbe réciproquement. Est-ce que tu as déjà entendu ce mot, réciproquement? 6, c'est véhément. Véhément. Tu connais? Le 7, c'est un verbe, c'est le verbe apaiser. Le 8e mot est également un verbe du premier groupe, c'est le verbe diligenter. Le 9e mot, c'est mon mot préféré de la liste, c'est en catimini. Qu'est-ce que ça veut dire en catimini? Mot numéro 10, impassible. 11, c'est le mot métamorphosé. Le 12e mot, je pense que c'est le plus facile de la liste, je pense. Mais je l'ai trouvé plusieurs fois dans des documents de niveau C1. C'est le mot nostalgie. L'avant-dernier mot, le mot numéro 13, c'est omniprésent. Et pour compléter ce top 14 des mots d'un niveau C1, je terminerai avec l'adverbe sereinement. Alors dans cette liste de 14 mots d'un niveau C1, combien de mots penses-tu connaître? Donc bien évidemment, je vais te donner l'explication de chacun de ces mots avec des exemples pour que tu comprennes, parce que tu le sais, c'est ma façon de fonctionner. Mais avant que je te donne toutes ces explications, je t'invite à me mettre un énorme like à cette vidéo
à t'abonner à la chaîne Le French Club si tu ne l'as toujours pas fait, tout simplement parce que chaque semaine, je vais mettre du contenu pour toi qui apprends le français. Allez, c'est parti pour les explications. Donc le premier mot, c'était l'adjectif prépondérant et prépondérante au féminin. Ça veut dire qu'il y a le plus de poids, le plus de force, le plus d'autorité. Par exemple, dans le débat, les arguments économiques du maire sortant étaient prépondérants. Le maire, c'est celui qui administre un village ou une ville en France. Si je dis que ces arguments économiques étaient les plus prépondérants lors du débat, c'est-à-dire que c'était les arguments qui avaient le plus de poids, le plus de force. Alors le nom qui est lié à l'adjectif prépondérant, c'est le nom la prépondérance. Et ça, c'est mon conseil de prof. Lorsque tu apprends un nouveau mot, surtout si tu as un niveau B2, C1, il est très important que tu t'intéresses également aux mots qui sont de la même famille. Par exemple, si tu apprends un nom, eh bien cherche à savoir s'il n'y a pas un adjectif, un verbe, voire un adverbe qui utilisent la même base, qui sont de la même famille. Ainsi, au lieu d'apprendre un mot, tu vas apprendre 2, 3, voire 4 mots nouveaux. Et tu seras beaucoup plus efficace au moment de parler parce que ton bagage de vocabulaire sera beaucoup plus conséquent. Le mot numéro 2, c'était subjuguer. Ça veut dire captiver, fasciner, séduire avec une grande force, apporter de la séduction. Je vais rester avec un exemple un petit peu politique. Le talent d'orateur du candidat a subjugué tout l'auditoire. L'auditoire, ce sont toutes les personnes qui écoutent. Donc toutes les personnes qui écoutaient étaient captivées, étaient fascinées par les talents d'orateur du candidat. Ils étaient subjugués par son talent d'orateur. Le mot numéro 3, c'était éphémère. Donc éphémère, c'est un adjectif qui veut dire qui dure peu de temps. Je dirais même plus qui dure très peu de temps. Par exemple, la beauté des fleurs de cerisier est éphémère. C'est ce qui la rend captivante. Parce qu'en effet, les cerisiers sont très jolis à regarder lorsqu'ils sont fleuris, mais cela dure très peu de temps. Mot numéro 4, une pléthore. Une pléthore, c'est un nom pour parler d'une grande quantité, d'une grande abondance. Je pense qu'on peut dire aussi d'une grande variété. Par exemple, ce géant américain de la tech, donc la tech, tu le sais, c'est l'industrie des nouvelles technologies. Ce géant américain de la tech propose une pléthore de services. Il propose un moteur de recherche surpuissant, un courrier-letter, une plateforme vidéo, un agenda, un cloud, etc., etc. Une pléthore de services. Et l'adjectif qui est lié au nom pléthore, c'est le mot pléthorique. Par exemple, je peux parler d'une offre pléthorique. Le mot numéro 5, c'était l'adverbe réciproquement, qui veut dire d'une manière mutuelle, qui fonctionne l'un avec l'autre, lorsque ça fonctionne dans les deux sens. Par exemple, si je parle de l'alliance entre les Français et les Américains, eh bien je peux dire que les deux pays alliés se sont réciproquement apportés de l'aide. C'est-à-dire que lors de la guerre d'indépendance, les Français sont venus aider les Américains et les Américains sont venus aider les Français lors des deux guerres mondiales. Donc ils se sont réciproquement apportés de l'aide. Donc l'adjectif qui est lié à réciproquement, c'est réciproque et le nom, c'est la réciprocité. 6. L'adjectif véhément ou véhémente, qui est très intense, qui est très passionné. Par exemple, la réaction véhémente de Paul a surpris tout le monde, parce que nous pensions que Paul était un garçon calme, gentil. Le mot qui est lié à véhément, c'est le nom, la véhémence. Par exemple, sa véhémence lors des débats a tendance à intimider ses adversaires politiques. Notre 7e mot, c'était le verbe apaiser. Donc quand tu as un mot comme ça, tu penses à supprimer
le suffixe et le préfixe, d'accord? Et tu retrouves la base du mot, la paix, ok? Et effectivement, apaiser veut dire ramener à la paix, calmer. Par exemple, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a nommé un médiateur qui a pour mission d'apaiser les tensions entre ces deux pays. Le nom qui est lié au verbe apaiser, c'est l'apaisement. Le médiateur aura pour mission d'apporter l'apaisement entre les deux pays. Et le 8e mot était également un verbe du premier groupe, c'était le verbe diligenter, qui veut dire réaliser rapidement une tâche. C'est un mot qu'on utilise plutôt dans le vocabulaire du droit, de la justice. Par exemple, je peux dire que le Sénat a diligenté une enquête auprès de la Cour des comptes sur l'usage de crédits exceptionnels accordés au ministère des Sports avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Je crois que ceci était l'exemple le plus long de toutes les vidéos du French Club. Bon, j'espère néanmoins que tu as compris. Donc, diligenter, ça veut dire exécuter avec rapidité une mission. Je te l'ai dit, ce 9e mot, c'était mon préféré de toute la liste. Il s'agissait de la locution adverbiale, l'adverbe, en catimini, qui nous vient du latin. Mais je pense que à partir du niveau C1, il faut connaître certaines locutions latines, les plus courantes, celles qu'on utilise le plus en français. En catimini, ça veut dire de façon secrète, en cachette, à l'insu de tous. Par exemple, les deux tourtereaux, donc les deux amoureux, se donnaient rendez-vous tous les soirs en catimini, en cachette, sans que leurs familles respectives ne le sachent. Le 10e mot, c'était l'adjectif impassible. Impassible, c'est un mot qu'on utilise pour qualifier une personne qui ne laisse paraître aucune émotion, aucun trouble, même dans les situations un petit peu critiques. Par exemple, un joueur de poker doit absolument rester impassible lorsqu'il joue. D'accord ? Il ne doit pas montrer ses émotions parce que ses adversaires pourraient comprendre, pourraient connaître ses cartes. Ensuite, en 11e position, on avait le verbe métamorphoser, qui veut dire faire un changement, faire une transformation radicale. Par exemple, le projet d'urbanisme autour du village olympique a métamorphosé les quartiers nord de Paris. Et le nom que l'on peut lier au verbe métamorphoser, c'est naturellement la métamorphose, qu'on peut également utiliser pour parler d'une personne. Par exemple, la métamorphose de Céline est impressionnante depuis qu'elle sort avec William. Avant, Céline était une femme discrète, presque effacée, et aujourd'hui c'est une femme souriante, communicative, avec le sens de l'humour. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ce 12e mot, c'était, je pense, le plus facile. La nostalgie. Donc la nostalgie, c'est ce regret, ce sentiment de regret lié aux choses du passé, aux choses qui ont existé, mais qui n'existent plus aujourd'hui. Par exemple, Alex a été submergé par la nostalgie en regardant de vieilles photos de son enfance. Parce que sur ces vieilles photos se trouvaient son père, sa mère, qui ne sont plus là aujourd'hui. Alors je sais, mes exemples sont un petit peu tristes aujourd'hui, mais la nostalgie, c'est ça, c'est un sentiment de tristesse. Et l'adjectif qui est lié, qui est de la même famille que la nostalgie, c'est bien sûr l'adjectif nostalgique. Le 13e mot, c'était le mot omniprésent, d'accord, ou omniprésente au féminin. Il est composé de sa base, présent, et du préfixe omni qui veut dire tout. Omniprésent, ça veut dire qu'il se trouve partout en même temps. Par exemple, je peux dire qu'en France, la figure du président de la République est omniprésente dans les médias. On en parle partout, à la télévision, sur toutes les chaînes, à la radio, sur Internet. On parle beaucoup de la personne qui incarne cette fonction. Donc l'adjectif c'est omniprésent et le nom c'est l'omniprésence, qui est un nom féminin. 14e et dernier mot, sereinement.
qui veut dire d'une manière forte, mais attention, une force calme, une force tranquille. Un exemple qui pourrait être tiré d'un roman d'espionnage, il s'agissait d'une mission d'une très grande complexité, que le jeune agent 222 a malgré tout sereinement accepté. Donc l'adverbe c'est sereinement, l'adjectif c'est serein ou sereine et le nom c'est la sérénité. Alors si tu es un habitué du French Club, tu connais le rituel. Parmi la liste de mots que je t'ai donné, parmi les mots qui sont nouveaux pour toi, tu vas choisir le mot qui te semble le plus utile, qui est le plus utile pour toi, d'accord? Et tu vas me faire une très jolie phrase avec ce mot dans les commentaires de cette vidéo. Le fait d'être actif, c'est-à-dire de réutiliser immédiatement ce mot après l'avoir appris, va t'aider à bien mieux le retenir. Donc, tous à vos claviers, je veux voir de très jolies phrases avec tous ces jolis mots que je viens de donner. Voilà, j'espère que tu as appris plein de nouveaux mots, plein de jolis mots de la langue française aujourd'hui avec moi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à la semaine prochaine, même chaîne, même jour, même heure. Salut! Aujourd'hui, je te propose une vidéo un petit peu particulière, un petit peu spéciale, parce que je vais te proposer un challenge de vocabulaire. Si tu connais les mots que je vais te donner, si tu connais tous les mots que je vais te donner, alors cela signifie que ton niveau de français en vocabulaire est probablement celui d'un niveau avancé et probablement même celui d'un niveau C2. Oui, j'ai bien dit le niveau C2, le niveau de l'excellence en français. Je m'appelle Jordi, je suis professeur de français, créateur de Le French Club, le club de français 100% en ligne. Et aujourd'hui, je te défie de connaître tous les mots de la liste que je vais te donner. Alors le premier mot, c'est un verbe qui est assez informel, c'est le verbe magouiller. Que signifie magouiller? Le numéro 2 est un adjectif en 4 syllabes. Il s'agit de l'adjectif dithyrambique. Tu connais ce mot? Le numéro 3 est également un verbe, c'est le verbe geindre. Est-ce que tu connais ce verbe geindre? Le numéro 4 est un nom qu'on utilise généralement au pluriel. C'est les entrailles. Est-ce que tu as déjà entendu parler des entrailles? Le numéro 5 est plutôt une expression, faire un bide. Si je dis Jean a fait un bide, qu'est-ce que ça signifie? Le numéro 6 est vraiment un mot C2. Est-ce que tu connais l'adjectif pélagique? Le numéro 7 est un adverbe. Il fallait bien que je mette un adverbe dans cette liste. Il s'agit de l'adverbe solennellement. Est-ce que tu connais ce mot, solennellement? Le numéro 8 est un mot très étrange. C'est le mot magnétoscope. Il s'agit d'un nom, un magnétoscope. Qu'est-ce que c'est que ça? Le numéro 9 est un nom composé. C'est un bout en train. Qu'est-ce que c'est qu'un bout en train? Et le dernier mot de la liste, c'est encore un nom, c'est jacasseur. C'est quoi un jacasseur? Alors bien sûr, je te dois quelques explications. Je vais évidemment te donner la définition de chacun de ces mots et même des exemples à chaque fois pour que tu comprennes. Le premier mot de la liste, c'était le verbe magouiller, qui appartient à un registre familier, c'est-à-dire que tu peux l'utiliser dans un contexte qui est informel. Magouiller signifie faire des choses malhonnêtes, qui ne sont pas honnêtes, pour obtenir un avantage, très souvent en utilisant des moyens astucieux et illégaux. Par exemple, Vincent a essayé de magouiller auprès du professeur afin d'obtenir une meilleure note, mais cela n'a pas fonctionné.
À partir du mot magouiller, à partir du verbe magouiller, on peut créer le nom un magouilleur ou une magouilleuse, une personne qui fait beaucoup de magouilles. Par exemple, Bernard Madoff était un grand magouilleur international. Le deuxième mot, c'était dithyrambique. La définition de dithyrambique, c'est qui exprime une admiration excessive et très enthousiaste. On peut parler par exemple d'un discours dithyrambique. Alors par exemple, le patron a été dithyrambique sur le rapport rendu par Charlotte. Un synonyme de dithyrambique serait élogieux. D'accord ? Je peux dire le patron a été élogieux ou le patron a été dithyrambique. Cependant, je pense que dithyrambique est un peu plus fort que élogieux. Le mot numéro 3 était le verbe geindre, qui veut dire se plaindre d'une façon constante et plaintive en émettant souvent des sons aigus. Par exemple, le chien a commencé à geindre quand il s'est rendu compte que son maître partait sans lui. Mes exemples sont un peu tristes, non ? Le quatrième mot, c'était les entrailles. Il s'agit d'un nom et je te l'ai dit, on l'utilise généralement au pluriel. Il s'agit des organes internes du corps et en particulier ceux qui se trouvent sous l'abdomen. Par extension, cela se réfère à tout ce qui est à l'intérieur, au cœur profond de quelque chose. Par exemple, je peux dire « Les mineurs descendent chaque jour dans les entrailles de la terre à la recherche de précieux minéraux ». Allez, en numéro 5, c'était l'expression « faire un bide » qui signifie échouer, connaître un échec total dans une performance, dans un spectacle ou dans une tentative de divertissement. Si je dis qu'une chose a fait un bide, cela signifie qu'elle n'a pas du tout été appréciée, elle n'a pas du tout été aimée. Là aussi, il s'agit d'un registre qui est assez familier que tu peux utiliser dans un contexte informel. Par exemple, cette nouvelle série sur la vie de Marie-Antoinette a fait un bide. Personne ne l'a aimé, personne ne l'a regardé. Le numéro 6, c'était l'adjectif pélagique. Pélagique, ça veut dire qui est lié à la vie marine en haute mer, c'est-à-dire loin des côtes, pas près de la terre, loin de la terre. Ok ? On peut parler d'une espèce de poisson pélagique. Donc la phrase que je peux prendre en exemple est la suivante. Claude est un spécialiste des espèces pélagiques, il travaille pour l'IFREMER. Et l'IFREMER, c'est l'Institut français de recherche pour l'exploitation des mers. Le numéro 7, c'était l'adverbe solennellement, qui signifie d'une façon très sérieuse, très officielle. Prononcer solennellement un discours veut donc dire prononcer un discours d'une façon officielle et cérémonieuse. L'exemple que je pourrais prendre est le suivant. Le président a solennellement convoqué les parlementaires lors d'un congrès, ce qui signifie qu'il a fait ça de façon très très officielle. Le numéro 8 était un mot très étrange, c'était le mot magnétoscope. Alors un magnétoscope, ce n'est pas une machine très spéciale pour les chasseurs de fantômes. Je sais que le mot est un peu étrange, mais non, ce n'est pas ça. Un magnétoscope, c'est tout simplement un objet qui permettait d'enregistrer des émissions de télévision sur des cassettes vidéo, des cassettes VHS. Cet appareil était très utilisé dans les années 80 et les années 90 avant l'apparition du tout numérique. Alors par exemple, j'ai retrouvé une vieille cassette vidéo du mariage de mes parents, mais malheureusement, je n'ai pas de magnétoscope pour la visionner. Alors si tu connaissais ce mot, cela signifie non seulement que tu as un niveau C2 en français, un très bon niveau, mais cela signifie très probablement que tu es un boomer ou éventuellement de la génération X. Mais tu n'es pas un millénial, c'est évident. Allez, le mot numéro 9, c'était le mot bout en train. Un bout en train, c'est tout simplement une personne qui aime amuser les autres, qui apporte
de la gaieté dans un groupe. Par exemple, pendant la fête, l'oncle Julien était le boute-en-train, celui qui animait, celui qui faisait rire les autres avec ses blagues. Le dernier mot, c'était le mot jacasseur. On utilise le mot jacasseur pour parler d'une personne qui parle beaucoup, qui parle d'une façon bruyante et de façon toujours agaçante. Donc non seulement le jacasseur est un bavard, mais en plus c'est un bavard qui agace les autres parce qu'il parle trop fort. Par exemple, un professeur pourrait dire « Je vais punir le groupe de jacasseurs qui parlent bruyamment pendant que les autres essaient de travailler. » Maintenant, je t'invite à me mettre dans les commentaires de cette vidéo le mot que tu as appris aujourd'hui et que tu souhaites réutiliser à l'avenir. Parce que je suis sûr que tu as au moins appris un mot. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de me mettre ce mot et faire une phrase avec ce mot pour me montrer que tu as bien compris. Alors ce petit exercice est très important pour toi parce que tu sais que c'est en utilisant ces mots qu'on se les approprie et qu'on les garde définitivement dans sa tête. Avant de partir, tu penses à me mettre un énorme like à cette vidéo, à t'abonner à la chaîne Le French Club parce que chaque semaine, je vais te mettre du contenu pour t'aider à progresser en français. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du French Club. Comment tu juges ton niveau de français sur une échelle qui va de 1 à 10. 1, cela signifie que ton niveau de français est encore très faible et que tu es débutant. 10, cela signifie que la personne qui a inventé la langue française, en réalité, c'est toi. Alors, combien tu te mets? 3, 4, 5. Est-ce que tu te mets plus de la moyenne? 6, 7, 8. Salut, je m'appelle Jordi. Je suis professeur de français et créateur de Le French Club, le club de français 100% en ligne. Alors, si tu veux faire le test, voyons si tu es capable de comprendre ces 15 mots magnifiques de la langue française. Je commencerai par les mots d'un niveau intermédiaire, puis j'irai vers des mots d'un niveau avancé pour terminer sur des mots d'un niveau super avancé, d'un niveau fantastique. Est-ce que tu es prêt à relever le défi? Si tu es prêt, je vais commencer par la première série. D'accord? C'est celle avec des mots d'un niveau B2, donc les mots les moins difficiles. C'est le niveau intermédiaire plus. Donc d'abord, je vais prononcer chacun de ces mots. Tu vas bien les écouter, voir si tu es capable de les identifier. Et ensuite, chacun de ces mots apparaîtra à l'écran. Je te donnerai, comme d'habitude, une explication et des exemples. Tu es prêt? Allez, c'est parti avec le premier mot, qui est le mot souligner. Je répète, souligner. Donc souligner signifie tirer un trait sous un mot pour le rendre plus visible, sur un cahier, sur une feuille par exemple. Mais d'une façon plus large, souligner veut dire insister sur quelque chose, pour le rendre plus visible, pour le rendre plus audible, pour qu'on le voit mieux, pour qu'on l'entende mieux. Par exemple, je pourrais dire « Le directeur a souligné l'importance de respecter les délais ». Le deuxième mot, c'est usurper. Usurper. Usurper, ça veut dire prendre quelque chose sans en avoir l'autorisation, sans en avoir le droit, d'accord? Et le nom qui est dérivé du verbe usurper, c'est l'usurpation. Par exemple, l'usurpation d'une identité. Alors la phrase que j'ai choisie en exemple, c'est Charles a usurpé l'identité de son collègue pour accéder à des documents confidentiels. C'est une faute très grave et mon ami Charles risque une grosse sanction. Le mot numéro 3, c'est culotté. Je répète, culotté. Alors, petite précision pour mes élèves hispanophones, c'est-à-dire mes élèves
dont la langue maternelle est l'espagnol. Ce mot n'a aucune relation avec le mot espagnol auquel tu penses et qui lui ressemble beaucoup, d'accord? Mais ils n'ont aucune relation. Alors c'est vrai que les deux mots se ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors ce mot en français a plusieurs sens, mais le sens le plus connu, le plus commun, c'est avoir du culot. Et le culot, c'est la même chose que l'audace. Donc culotté est un synonyme plus familier de audacieux. C'est plus familier, on l'utilise plus facilement dans une conversation orale. Donc je peux dire par exemple, Patricia est culottée d'avoir demandé une augmentation de salaire après seulement 1 mois de travail. C'est clair? Tu en as compris le sens? Allez, je continue. Le mot numéro 4, c'est une ristourne. Est-ce que tu connais ce mot? Une ristourne. Donc une ristourne, c'est une réduction d'un prix accordé par un commerçant, très souvent d'ailleurs après une négociation. Par exemple, le vendeur m'a accordé une ristourne de 20% sur cette voiture si je la payais en une seule fois. Le mot suivant, c'est un mot moderne. C'est un mot qui est rentré récemment dans la langue française, dans le dictionnaire français. C'est le mot chronophage. Que signifie ce mot? Chronophage. Donc, chronophage est dérivé du préfixe chrono, le temps, d'accord, et du suffixe phage. Littéralement, cela signifie qui mange beaucoup de temps. Donc, une activité chronophage, c'est une activité qui demande du temps, qui prend beaucoup de temps. Lucie passe 2 heures par jour à lire ses messages sur les réseaux sociaux. C'est une activité chronophage. C'est une activité qui lui demande beaucoup de temps et qui par ailleurs est peu productrice. Nous allons continuer, mais nous allons monter le niveau d'un cran. Nous allons passer au mot d'un niveau C1. Le premier mot de cette série, c'est le mot s'empiffrer. Je précise que s'empiffrer est un verbe pronominal. S'empiffrer de quelque chose veut dire manger vite et en grande quantité, sans prendre vraiment le temps de savourer les aliments. Par exemple, je peux dire, au lieu de s'empiffrer de hamburgers, nous ferions mieux de profiter de la cuisine traditionnelle locale. Le 7e mot, c'est le mot peaufiner. Peaufiner. Peaufiner veut dire terminer et perfectionner un travail dans les plus petits détails, avec beaucoup de précision. Alex peaufine son discours avant de le présenter au jury. Le mot numéro 8, c'est un tuyau. Un tuyau. Alors bien sûr, un tuyau, c'est le conduit cylindrique par lequel passe un liquide, de l'eau, de l'essence ou même du gaz. Dans ce contexte, je pense que tu connaissais déjà ce mot. Mais un tuyau, c'est également une information confidentielle ou en tout cas une information peu connue qui va me permettre d'obtenir un avantage, comme obtenir un poste dans une entreprise ou intégrer une école prestigieuse. C'est une information que j'ai et que les autres n'ont pas forcément. Sur cette chaîne YouTube, les élèves de français obtiendront des tuyaux pour passer les examens du DELF et du DALF. Les élèves de français qui suivent cette chaîne YouTube obtiendront des informations que tout le monde n'a pas et cela leur donnera un avantage. Alors je pense que tu peux mettre un énorme, un méga, un giga like à cette chaîne YouTube et à son professeur. Le mot suivant, c'est un mot très français, c'est le mot baragouiner. Baragouiner. Tu as déjà entendu ce mot?
Baragouiner, ça veut dire parler de façon incorrecte et incompréhensible. Par exemple, je pourrais dire « Lucien baragouine 2-3 mots d'anglais, mais il est incapable de tenir une conversation ». Cela veut dire que Lucien parle mal l'anglais et qu'on a du mal à le comprendre lorsqu'il parle l'anglais. Comme le mot « baragouiner », le mot suivant appartient à un registre familier. C'est le mot « enquiquiner ». C'est également un verbe, hein, enquiquiner. Enquiquiner, en fait, c'est tout simplement un synonyme de embêter quelqu'un, d'accord? Enquiquiner quelqu'un ou irriter quelqu'un. C'est plus familier. Par exemple, un papa pourrait dire à son enfant « Arrête d'enquiquiner ta grande sœur, elle fait ses devoirs ». Tu peux dire aussi « La grammaire du français m'enquiquine profondément ». Mais ça, je suis sûr que ce n'est pas vrai. Le mot suivant, c'est le mot « tâtonner ». C'est toujours un verbe, hein? Tâtonner. Tâtonner, c'est lorsque j'avance tout doucement dans le noir, dans l'obscurité, en touchant les choses, d'accord? Je tâtonne. Mais d'une façon plus métaphorique, tâtonner veut dire chercher des solutions avec hésitation, hein, en avançant tout doucement. Face au défi de l'IA, de l'intelligence artificielle, la législation française tâtonne. La législation française cherche une solution, mais n'en a pas vraiment. Elle avance en territoire inconnu, elle avance tout doucement. C'est bon? Tu continues? Ouais? Allez, je vais monter encore d'un niveau, d'accord? Le niveau C2. Donc vraiment, si tu comprends et si tu connais, si tu maîtrises tous ces mots, cela signifie que ton niveau de français est vraiment fantastique. C'est une certitude. Le mot suivant, c'est le mot échelonner. Échelonner. Donc, bien évidemment, c'est encore une fois un verbe du premier groupe. Est-ce que tu connais ce verbe? Échelonner, ça veut dire répartir quelque chose sur plusieurs périodes de temps ou sur plusieurs espaces ou sur plusieurs degrés. Je peux prendre par exemple cette vidéo. Je vais dire que pour préparer cette vidéo, j'ai échelonné mes mots, mon vocabulaire, sur 3 niveaux. B2, C1 et C2. Autre exemple, le remboursement de la dette sera échelonné sur 5 ans parce qu'il est impossible de la payer en une seule fois. Donc on va échelonner cette dette. Le mot numéro 13, c'est un mot typiquement français que j'adore. C'est le verbe turlupiner. Turlupiner. Oui, c'est un mot français. Il existe et il est même assez fréquemment utilisé par les Français. Turlupiner, ça veut dire être préoccupé par quelque chose, ne pas arrêter, ne pas cesser de penser à quelque chose. C'est un mot vraiment familier qu'on utilise dans les conversations de la vie de tous les jours. Je pourrais dire la question du genre, masculin et féminin, est un point de grammaire qui turlupine beaucoup Rebecca. Parce qu'en effet, Rebecca est anglaise et que dans sa langue maternelle, les noms n'ont pas de genre. Donc ça la turlupine. Et toi, qu'est-ce qui te turlupine? Est-ce qu'il y a une chose à laquelle tu n'arrêtes pas de penser sans vraiment trouver de solution? Allez, tu peux me mettre ta réponse dans les commentaires de cette vidéo. Ça peut être un point de grammaire de la langue française qui te turlupine, un point de grammaire qui n'est toujours pas clair pour toi. Donc tu me mets la réponse dans les commentaires et puis peut-être que je ferai une vidéo sur ce point de grammaire. L'avant-dernier mot fantastique, c'est ratisser. Ratisser. Alors ratisser, cela signifie nettoyer avec un râteau. Un râteau, c'est cet objet. D'accord? Mais au sens plus large, ratisser veut dire chercher de façon toujours très méthodique. Par exemple, si je dis la police a ratissé le quartier pour trouver le suspect, cela veut dire que la police a cherché absolument
partout, dans chaque rue, dans chaque maison, dans les poubelles, absolument partout. Elle a ratissé le quartier. Elle a cherché de façon très méthodique et elle a fait ça de telle façon qu'il était impossible que le suspect lui échappe. Parce que ratisser, c'est vraiment chercher partout. Allez, le dernier mot, le mot numéro 15, je pense que tu ne connais pas ce mot. C'est le mot aiguiller. Aiguiller. Aiguiller, cela veut dire orienter une personne ou une chose vers une destination précise. Par exemple, dans le cadre universitaire, je pourrais dire le tuteur aiguillera l'étudiant pour ses travaux de recherche. Cela veut dire que le tuteur aidera l'étudiant, il le guidera, il lui montrera le chemin, il l'aiguillera. Donc tu as bien entendu la prononciation aiguiller. Donc ce mot vient tout simplement de l'aiguillage. Lorsqu'un train est sur une voie et qu'on veut le transférer sur une autre voie, ça s'appelle l'aiguillage d'un train. Et d'ailleurs, le mot aiguilleur est une profession. Cela peut être un aiguilleur du rail, mais cela peut être aussi un aiguilleur du ciel. Une personne qui est chargée de contrôler la navigation aérienne et qui travaille dans une tour de contrôle. À la semaine prochaine, même chaîne, même jour, même heure. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, au moment d'apprendre le français, de vouloir dire un mot de ta langue que tu n'arrivais pas à exprimer en français? Peut-être qu'au moment de regarder dans un dictionnaire, ce dictionnaire te proposait une traduction, mais cette traduction ne te satisfaisait pas, parce qu'il manquait une petite touche culturelle. Inversement, peut-être qu'en apprenant le français, tu es tombé sur des mots typiquement français qui n'existaient pas dans ta langue. Salut, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français et créateur de Le French Club, le club de français 100% en ligne. Et aujourd'hui, je te présente ces 10 mots typiquement français qui n'existent très probablement pas dans ta langue. Les 10 mots que je vais te présenter sont typiquement français. Pourquoi? Parce qu'ils reflètent ce qui est unique, ce qui est spécial dans la culture française. Moi, je pense que ces 10 mots n'existent pas dans ta langue. Mais si tu penses le contraire, si tu penses que ces mots ont un équivalent bien précis dans ta langue, eh bien je t'invite à le partager avec nous dans les commentaires de cette vidéo. Nous sommes très curieux d'apprendre plein de choses intéressantes sur ta langue et ta culture. Le premier est vraiment typiquement français. Cocorico. Cocorico, c'est l'onomatopée qui représente le cri du coq. Mais c'est également un signe de ralliement patriotique. Parce que tu le sais, le coq gaulois est l'un des symboles de la France, notamment pour les rencontres sportives. Ainsi, un présentateur du journal télévisé pourrait lancer son journal de cette façon. Cocorico, la France a remporté 3 médailles olympiques à l'épreuve de snowboard. On peut l'utiliser également comme un nom, un cocorico. Par exemple, dans l'expression « pousser un cocorico », ce qui signifie faire une éloge de la France ou faire une éloge d'une prouesse, d'une performance française. Et notre deuxième mot bien français, c'est le mot terroir. Le terroir, c'est une région rurale, c'est-à-dire une région de la campagne, que l'on peut caractériser par sa gastronomie, par ses vins qui sont typiques de la région. Lorsque les Français parlent de produits du terroir ou de cuisine du terroir, ils font référence à des produits qui sont réputés pour leur authenticité. Et en général, on oppose la cuisine du terroir à la cuisine et aux produits qui sont un petit peu industriels. Ainsi, dans un beau quartier parisien, tu pourrais entendre des personnes dire
Nous avons passé notre week-end en Bourgogne et nous avons acheté des produits du terroir à un petit producteur local, une merveille. Troisième mot, bien français, le dépaysement. Le dépaysement, c'est un sentiment. C'est le sentiment que l'on ressent lorsqu'on est en vacances, lorsqu'on est en voyage et que l'on visite un pays différent du nôtre ou une région différente de la nôtre. Les paysages changent, l'architecture change, l'accent des habitants change, tout change. Et c'est pourquoi nous nous sentons dépaysés. Alors ce mot, le dépaysement, a une connotation positive, contrairement au déracinement qui lui a une connotation plutôt négative. Il nous rappelle tout simplement les vacances et la découverte. Par exemple, John, un touriste new-yorkais, s'est senti dépaysé lorsqu'il a visité des petits villages typiques de la France avec des petites ruelles médiévales. Très français aussi, le mot numéro 4, le rayonnement. Le rayonnement, c'est l'influence positive, très souvent culturelle, que peut exercer une ville, un pays sur d'autres villes, sur d'autres pays du monde. Ainsi, on peut dire que les villes de Paris, de New York, de Los Angeles, de Londres, de Tokyo sont des villes au rayonnement mondial. Ce sont des villes qui fascinent, ce sont des villes qui inspirent d'autres villes, d'autres régions du monde. Alors le mot rayonnement vient du rayon, comme les rayons du soleil. Et puisque je te parle de soleil, pense justement au roi Soleil, le roi Louis XIV, avec son palais de Versailles, qui a permis à la ville de Paris de rayonner sur l'Europe entière au XVIIe siècle. Hyper français, c'est le mot numéro 5 qui est l'apéro. À chaque pays, son sport national. Les Américains ont le baseball et le football. Les Canadiens, eux, ont le hockey. Et nous, les Français, nous sommes très fiers d'avoir l'apéro. Le mot apéro, c'est le diminutif de apéritif. Alors bien sûr, l'idée d'inviter des amis à la maison pour prendre un verre n'est pas exclusivement français. C'est quelque chose qui existe dans de très nombreux pays. Mais le rituel de l'apéro à la française, avant le repas, d'une façon à la fois décontractée mais presque religieuse, c'est vraiment quelque chose d'unique en France et je pense que ceux qui connaissent un petit peu la France le savent. Si je croise un voisin que j'apprécie, eh bien je peux lui dire « Tu passes prendre l'apéro à 18 h? On discutera un peu. » Le mot numéro 6, c'est le mot cartésien ou cartésienne. Alors bien sûr aussi l'adjectif cartésien qui qualifie une idée qui est relative à la pensée de René Descartes, le philosophe. C'est un mot qui existe dans de nombreuses langues. Mais en français, le mot cartésien a un sens beaucoup plus large que cela. Il désigne toute personne qui a un esprit logique et une méthode de pensée rationnelle. Et d'ailleurs, pour les Français, être cartésien, c'est un auto-stéréotype, c'est-à-dire c'est une représentation que les Français ont d'eux-mêmes. En effet, nombreux de mes compatriotes pensent avec fierté, certains diront avec arrogance, que cette façon d'analyser, de structurer sa pensée de façon claire et ordonnée fait partie de l'identité culturelle française. Par exemple, quand il s'agit de prendre une décision importante, je préfère une approche cartésienne en pesant soigneusement le pour et le contre. En réalité, ce n'est absolument pas vrai, je pense être une personne plutôt spontanée. Le mot numéro 7, c'est un élan. Un élan, c'est un mouvement spontané, énergique, positif et souvent collectif pour entreprendre, pour commencer quelque chose. Je pense par exemple à l'expression « un élan de solidarité ». S'il y a eu dans un village une catastrophe naturelle comme une inondation ou un tremblement de terre, eh bien, il peut y avoir un élan de solidarité entre les habitants pour aider les personnes les plus en difficulté. Ce n'est pas quelque chose de calculé, c'est plutôt un mouvement qui s'est fait naturellement. Mot typiquement français,
numéro 8, c'est l'un de mes mots préférés de la langue française, c'est le mot panache. Le panache, c'est cette volonté de faire les choses en grand, avec de l'audace, avec du courage, avec de la prise de risque, et qui a pour objectif un résultat spectaculaire. Par exemple, le coureur cycliste Thibaut Pinot a attaqué dès la première étape de montagne du Tour de France. Il a obtenu une victoire pleine de panache. Le mot numéro 9, c'est le mot chauvin. Alors comme en anglais, le mot chauvin en français peut se référer à une personne qui est sexiste, misogyne, qui n'a pas un bon comportement envers les femmes. Mais le sens le plus connu, le plus commun en français, c'est pour désigner une attitude patriotique, mais c'est un patriotisme qui manque d'autocritique. C'est un patriotisme un peu excessif, on va dire. Par exemple, si je dis « Ouais, la cuisine française, c'est vraiment la meilleure du monde ». Mais en réalité, je n'ai pas vraiment goûté les autres cuisines. Je ne me suis pas intéressé aux autres cuisines du monde et il me manque des éléments de comparaison. Donc je peux dire que ce commentaire est vraiment chauvin. Et pour le numéro 10, j'ai en réalité deux mots. Fierté et orgueil. Ce sont deux mots qui existent très probablement dans ta langue. Mais est-ce qu'il existe, comme en français, une distinction entre ces deux mots? La fierté, c'est ce sentiment de satisfaction que je peux ressentir lorsque j'ai fait de belles choses. Alors que l'orgueil, c'est la version excessive, exagérée et négative de la fierté. J'ai bien travaillé et j'ai obtenu une bonne note à mon examen de français. Je suis fier de moi. Alors que si j'ai obtenu une mauvaise note et je dis « ce professeur de français, il est nul, je ne comprends rien de ce qu'il explique, ces questions, elles sont nulles, j'en ai rien à faire », ça, c'est plutôt de l'orgueil. C'est la version négative de la fierté. Est-ce que la distinction entre fierté et orgueil existe dans ta langue? Dans cette leçon de vocabulaire, j'ai voulu partager avec toi et avec vous tous un petit peu de ma culture française en te présentant des mots qui sont, je pense, typiquement français. Si toi aussi tu veux partager avec nous des mots, des choses qui sont typiques de ta langue, de ta culture, eh bien partage-les avec nous dans les commentaires de cette vidéo. Est-ce que tu veux apprendre le français avec moi? Est-ce que tu veux avoir accès par exemple aux PDF et aux activités interactives de cette vidéo? Ou bien est-ce que tu veux avoir accès à des cours de français complètement exclusifs, à plus de podcasts, à plus de PDF, à plus d'activités interactives pour apprendre le français? Eh bien si oui, je t'invite à nous rejoindre au club de français 100% en ligne. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Je te remercie, je te dis à la semaine prochaine, même chaîne, même jour, même heure. À très bientôt.